Imaginons un lieu où l'espoir semble s'être éteint, où la survie quotidienne devient une lutte incessante contre l'adversité, un endroit où la dignité humaine se trouve constamment remise en question. Ce lieu, c'est Dholadhia, un village oublié, un territoire tentaculaire qui s'étire le long de la rivière Padma, considéré comme le plus grand quartier rouge du monde. Ici, vivent et travaillent entre 1000 et 2000 femmes, pendant que chaque jour, plus de 100 000 personnes traversent ce lieu sinistre, dont 3000 hommes qui viennent chercher leur plaisir au cœur d'un espace où la pauvreté, les traditions et les inégalités sociales se heurtent brutalement à la dure réalité quotidienne. Dholadhia n'est pas simplement une zone de prostitution. Elle constitue un miroir déformé des sociétés bangladaises, révélant en filigrane toute la complexité et la crudité de ces problématiques sociales. Beaucoup de ces femmes arrivent ici dans des conditions désespérées, souvent poussées par la nécessité ou la pauvreté extrême. Certaines sont amenées par leur propre famille, pour à peine quelques centaines de takas, espérant peut-être une vie meilleure ou tout simplement survivre. D'autres, victimes de tromperies ou de promesses fallacieuses, se retrouvent piégées dans ce cercle infernal, sans échappatoire. Leur modeste refuge, de simples cabanes métalliques érigées à la hâte, se transforme en véritable four sous la chaleur accablante, rendant chaque jour une épreuve supplémentaire. Ce lieu est dirigé par des femmes qui, un jour, ont été elles aussi prisonnières de cette existence, prisonnières de cette vie qu'elles ont décidé de reprendre en main. Ce sont des femmes qui ont connu la marginalisation, la honte et la détresse, mais qui ont trouvé la force de se relever, de prendre le pouvoir sur leur propre destin. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé le monde entier en 2020, Dholadhia a connu un chaos encore plus profond. Les confinements, la fermeture des frontières, la peur grandissante, ont rendu la vie derrière ces murs encore plus insupportable. Selon des rapports d'organisations non gouvernementales, jusqu'à 70% des femmes qui y travaillent ont été confrontées à de graves pénuries alimentaires, leur survie quotidienne étant menacée. Le revenu moyen, qui n'était déjà que d'environ $2 pour une dizaine de minutes de travail, s'est vu réduire encore, car une grande partie de cet argent repartait dans les poches des propriétaires ou des gérants, laissant ces femmes dans une quasi-indigence, privées de toute réelle indépendance. Pourtant, malgré cette spirale infernale de pauvreté et d'exploitation, une étonnante résilience persiste. Certaines femmes ont réussi à recouvrer leur liberté après des années d'esclavage financier, à se libérer de dettes qui les tenaillent depuis si longtemps. D'autres, face au rejet de la société, ont choisi de rester, acceptant leur sort, car pour elles, le seul horizon possible reste celui de la survie. En 23, Dholadhia compte désormais à peine 200 femmes, un chiffre qui fait froid dans le dos, tant il témoigne d'un effondrement silencieux. La loi bangladaise stipule que cette profession ne peut être exercée qu'à partir de l'âge de 18 ans, mais dans la pratique, les lacunes juridiques, souvent ignorées ou insuffisamment appliquées, permettent à ces jeunes filles de continuer à y entrer, aggravant davantage leur vulnérabilité. Ce documentaire se veut un regard sincère et sans concession sur la vie dans cette région du Bangladesh. Il ne s'agit pas de condamner, mais d'éclairer, de révéler la tragédie humaine cachée derrière ces murs, souvent ignorée ou méconnue. Pour beaucoup, à Dholadhia, chaque journée est une bataille silencieuse pour la survie, une lutte invisible qui se joue dans l'ombre, loin des regards du monde extérieur. Leurs histoires résonnent dans les ruelles étroites, témoins d'un calvaire que beaucoup ne souhaitent pas voir. Vivre ici, c'est simplement espérer voir le lendemain, ce qui devient déjà une victoire en soi. Leur voix mérite d'être entendue, car elles portent en elles la force de résilience et la dignité d'êtres humains meurtris mais toujours debout. Dans cette réalité, une femme ayant plusieurs maris représente une forme de survie peu commune, une réponse extrême face à un système qui ne leur laisse souvent aucune autre issue. Dans des villages côtiers isolés du Bangladesh, notamment parmi des groupes marginalisés tels que les Bédouins, une tradition l'amour telle que nous l'entendons communément n'est pas toujours la seule réalité qui prévaut dans ces régions du monde où la survie prime sur les sentiments. Au contraire, dans ces sociétés, ce qui pourrait sembler à première vue une liberté dans les relations affectives se révèle souvent être le résultat d'accords pragmatiques, difficiles à concevoir pour ceux qui vivent dans une autre culture. Ces arrangements, souvent dictés par des nécessités économiques impérieuses, prennent une tournure bien différente de l'amour romantique. Ils sont surtout la réponse à une nécessité vitale, une solution pratique face à des conditions de vie extrêmement précaires. Les anthropologues, au fil de leurs études, ont documenté en 2019 que de nombreuses femmes, qu'elles soient veuves ou abandonnées par leur mari,
parviennent à survivre grâce au soutien financier de 2 ou même 3 hommes. Ces hommes ne sont pas liés à elles par un mariage officiel ou par des relations légitimées par la société. Leur rôle, plus proche de celui de protecteur ou de fournisseur, consiste à assurer la nourriture, à fournir du sang en cas de besoin médical, et à garantir une certaine sécurité à ces femmes et à leurs enfants. En contrepartie, ces dernières leur offrent une attention, des soins, voire une forme d'affection, mais ces relations ne sont pas motivées par l'amour passionnel ou romantique. Elles sont plutôt dictées par la nécessité économique, par le besoin de survie dans un contexte où la pauvreté sévit à un degré extrême. Il est important de souligner que cette pratique est d'autant plus répandue dans les zones rurales du Bangladesh, où environ 38% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, gagnant moins de 1,90 $ par jour. Dans ces régions, ces formes d'union informelle deviennent vitales pour permettre aux familles de nourrir leurs enfants, d'assurer leur éducation et de gérer les tâches ménagères essentielles. Une mère célibataire, par exemple, peut réussir à subvenir aux besoins de sa famille grâce à l'aide de plusieurs hommes, chacun apportant une contribution limitée mais suffisante pour couvrir une part des dépenses quotidiennes. Ce phénomène, bien qu'important dans la réalité quotidienne de nombreux Bangladais, reste cependant largement dissimulé. La société locale, souvent conservatrice, ne l'aborde pas ouvertement, par crainte du jugement ou de la stigmatisation. Les étrangers, de leur côté, ont souvent du mal à saisir la complexité et la réalité de ces relations clandestines, qu'ils perçoivent généralement à travers le prisme de leur propre culture. Selon une étude menée en 2024, on estime qu'environ 5000 femmes vivent dans ces arrangements sur la côte de Chittagong, mais le nombre réel pourrait être bien supérieur, tant ces pratiques sont dissimulées et peu documentées. Ce qu'il faut également souligner, c'est la différence flagrante avec nos sociétés modernes où l'amour semble parfois se réduire à une simple application ou à un coup de tête passager. Dans ces sociétés occidentales, où les relations sentimentales ont souvent perdu leur profondeur, les choix de vie sont parfois dictés par des considérations purement égoïstes ou immédiates. Dans des maisons modestes, aux toits en tôle, dépourvues d'électricité, où l'on ne partage qu'un seul repas par jour, ces décisions ne choquent plus autant qu'elles pourraient le faire ailleurs. La douleur qu'elles provoquent, si elle existe, est souvent intérieure, invisible aux yeux de tous, comme une blessure profonde du cœur que l'on tente de cacher. Si vous ressentez de la compassion pour ces femmes et croyez en un avenir où leurs conditions pourraient s'améliorer, il vous est permis de laisser un commentaire sous cette vidéo. Tout cela s'inscrit dans un contexte de densité de population incroyable, qui façonne chaque aspect de la vie quotidienne. Le Bangladesh se distingue comme l'un des pays les plus densément peuplés du monde, avec environ 175 millions d'habitants concentrés sur un territoire d'un peu plus de 92 000 km². La capitale, Dhaka, avec ses 23 millions d'habitants, occupe la 9e place parmi les villes les plus peuplées de la planète. La densité y atteint 1482 000 personnes par km², un chiffre vertigineux comparé à celui de New York, qui compte environ 29 000 personnes par km², ou du Mexique, avec environ 15 000 habitants par km². Dans certains bidonvilles, cette surpopulation peut être encore plus écrasante, avec plusieurs familles de 5 ou 6 membres partageant une pour apaiser la pression croissante qui pèse sur ces infrastructures. Le gouvernement du Bangladesh, en étroite collaboration avec les autorités locales, a entrepris une vaste opération de modernisation et d'expansion de ces réseaux de transport. Il s'agit notamment d'étendre le réseau de métro aérien, de rénover les principales voies de circulation et de bâtir de nouvelles villes satellites destinées à désengorger les zones urbaines déjà saturées. Pourtant, malgré ces efforts, la croissance annuelle de la population, qui tourne autour d'1%, continue de générer des défis considérables, notamment en ce qui concerne le manque d'espace, l'encombrement chronique des routes et la pollution persistante, qui requièrent des réponses à la fois durables et innovantes. Se déplacer en train au Bangladesh s'apparente souvent à une véritable épreuve de survie. Avec une population qui dépasse désormais 170 millions de personnes, le système ferroviaire du pays fonctionne constamment à ses limites, surtout lors des périodes de forte affluence telles que les fêtes nationales ou les célébrations religieuses comme l'Eid ul-Fitra. Prenons l'exemple de la ligne courte reliant la capitale Dhaka au district de Gandens, qui dessert principalement des passagers quotidiens. Sur cette ligne, une dizaine de trains seulement circulent dans chaque direction, chaque train se composant de 6 ou 7 wagons à peine. Pourtant, ces trains transportent jusqu'à 10 000 passagers par jour, munis de billets ou non, la majorité voyageant sans ticket, ce qui augmente encore le nombre réel de voyageurs.
Les départs de ces trains s'effectuent dans des conditions souvent inimaginables. Lorsque tous les wagons sont pleins, des centaines de personnes se hissent sur les toits, risquant leur vie dans un acte de courage ou de désespoir. Se procurer une place à l'intérieur des wagons constitue une victoire rare, surtout lors des jours de forte affluence où l'achat d'un ticket pour le train de seconde classe, qui pourrait sembler confortable, reste une option coûteuse ou inaccessible pour beaucoup. La réalité, c'est que même en classe supérieure, les passagers se retrouvent souvent serrés, presque collés les uns aux autres, avec peu d'espace pour bouger ou même simplement pour respirer. Nombreux sont ceux qui refusent de manger durant le trajet, car leur envie d'aller aux toilettes se transforme en une véritable épreuve, les installations sanitaires étant en mauvais état et débordant fréquemment. Dans ces conditions, il n'est pas rare que les vêtements soient tachés ou sales, rendant le voyage encore plus pénible. Il est difficile de croire à de telles conditions, mais cette routine quotidienne est celle de millions de Bangladais qui doivent voyager dans ces trains bondés, sur des rails vieux de plus d'un siècle, qui n'ont pratiquement pas été modernisés depuis leur installation. Depuis lors, ces trains anciens, incapables de supporter le flux incessant de passagers, mettent en lumière la dure réalité de la vie quotidienne pour beaucoup, une lutte constante pour accéder aux nécessités fondamentales de survie. Sur les marchés flottants de Borizal, cette réalité prend une tournure presque irréelle, comme sortie d'un autre siècle. Imaginez ne pas faire du shopping dans une rue bruyante et encombrée, mais glisser doucement sur l'eau, au fil des canaux. Dans la partie sud du Bangladesh, à Borizal, cette scène n'est pas une utopie, mais une réalité quotidienne. Dès l'aube, le marché flottant s'anime, avec des centaines de bateaux en bois qui glissent silencieusement le long des canaux, chargés de fruits frais, de légumes et d'autres produits de première nécessité. Les vendeurs, installés directement sur leurs embarcations, proposent leurs marchandises aux passants qui n'ont même pas besoin de descendre de leur bateau. Il suffit de se faire une place dans l'eau, d'échanger quelques marchandises, de payer et de repartir, comme si le temps s'était arrêté dans un passé lointain. Cette scène, presque irréelle, évoque un rêve éveillé, tout en révélant le rythme authentique de la vie rurale au Bangladesh, où la simplicité et la tradition subsistent face aux défis modernes. Le marché ici se révèle d'une quiétude presque immobile, où le temps semble s'écouler sans hâte ni agitation, dans une sincérité poignante, car la vie elle-même dépend de ses eaux. La modestie du marché flottant de Borizal, si différent de ceux que l'on trouve en Thaïlande, ne se distingue pas par l'ampleur ou la splendeur, mais par une authenticité si profonde qu'elle en devient impossible à oublier. Lorsque le soleil se lève derrière la silhouette des cocotiers, il ne s'agit pas simplement d'un moment consacré au commerce ou à l'échange de biens, mais d'un précieux glissement à travers le temps. Un voyage touchant un mode de vie qui semblait avoir disparu depuis des décennies, rongé par une pollution environnementale alarmante dans ce pays qu'est le Bangladesh. Ce pays fait face à une crise écologique d'une ampleur considérable. La qualité de l'air, de l'eau et de la terre est gravement menacée, comme si l'environnement tout entier était en lutte contre une dégradation irréversible. En l'an 2024, le Bangladesh s'est hissé au rang de deuxième pays au monde en termes de pollution atmosphérique, une position qui témoigne de la gravité de la situation. La capitale, Dhaka, occupe désormais la troisième place parmi les villes les plus polluées de la planète, avec une concentration moyenne de particules fines PM2, pas atteignant 78 microgrammes par mètre cube, soit près de 8 fois le seuil de sécurité reconnu par les organismes de santé. Les principales sources de cette pollution sont les gaz d'échappement des véhicules, les anciennes usines de briques, les industries diverses, ainsi que l'incinération des déchets et l'usage intensif du charbon dans la vie quotidienne. Ces activités libèrent dans l'atmosphère une multitude de particules fines et de composés sulfurés, qui non seulement dégradent la qualité de l'air, mais contribuent également à une mortalité prématurée pouvant atteindre 55% parmi la population. Chaque année, cette pollution engendre plus de 2,5 milliards d'années de vie ajustées pour invalidité, une chiffre qui témoigne de l'impact dévastateur de cette crise sanitaire. Mais le problème ne se limite pas à l'air. Les eaux douces du Bangladesh souffrent elles aussi de la pollution, et leur état se détériore à un rythme inquiétant. Les grands fleuves, tels que la Buriganga, la Shitalakshya ou la Meghna, sont lourdement contaminés par les rejets industriels, les déchets domestiques non traités ou encore les plastiques qui flottent à leur surface. La qualité de l'eau se dégrade dangereusement, rendant leur usage de plus en plus risqué. L'industrie textile, en particulier, est responsable de plus de 217 millions de mètres cubes d'eau usée rejetée chaque année, contenant souvent des métaux lourds tels que le chrome, le cadmium, le mercure ou l'arsenic.
La conséquence directe de cette contamination est que plus de 13% des échantillons d'eau potable dépassent les limites réglementaires, ce qui augmente considérablement le risque de cancer, de maladies chroniques et d'autres affections graves. Par ailleurs, la montée du niveau de la mer, combinée aux effets du changement climatique et aux tempêtes littorales, transforme l'eau douce en eau saumâtre, privant ainsi les habitants locaux d'une ressource vitale tout en favorisant l'émergence de maladies rénales et autres affections liées à la consommation d'eau contaminée. La croissance rapide du secteur charbonnier dans le pays s'accompagne d'un accroissement significatif des émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. En l'année 2023, la production de charbon s'élevait à environ 60 millions de tonnes, contribuant à une pollution atmosphérique qui s'intensifie chaque jour, tout en accentuant l'effet de serre. La crise du plastique, quant à elle, a donné naissance à une économie souterraine où des milliers d'enfants et de personnes pauvres fouillent dans des décharges toxiques, risquant leur vie face à la présence de substances cancérigènes et de particules nocives. Ces activités clandestines, souvent menées pour survivre, participent à l'accroissement de la pollution et à la dégradation de l'environnement. Chaque année, cette détérioration écologique coûte la vie à environ 272 000 personnes avant l'âge et provoque des pertes économiques équivalentes à près de 17,6% du produit intérieur brut du pays. La pollution de l'air, en particulier, engendre à elle seule. Plus les preuves accumulées démontrent que la pollution qui sévit au Bangladesh ne peut en aucun cas être considérée comme un problème proprement local ou régional. En réalité, il s'agit d'un défi d'envergure mondiale, dont la complexité réside dans la nécessité d'une collaboration entre plusieurs secteurs et acteurs afin de mettre en œuvre des solutions réellement efficaces. La protection de la santé des populations et la préservation de leurs moyens de subsistance dépendent étroitement de cette synergie internationale, car le problème dépasse largement les frontières nationales pour toucher à l'ensemble de la communauté planétaire. Si la richesse historique et culturelle du Bangladesh vous fascine, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à indiquer dans les commentaires quel autre pays vous aimeriez découvrir par la suite. Les contrastes saisissants qui caractérisent la capitale, Dhaka, illustrent à merveille cette dualité profonde. La ville, à la fois vibrante et déroutante, incarne ces oppositions qui la rendent à la fois frappante et fascinante. Dans ces quartiers, tradition et modernité se côtoient sans cesse, créant un tableau complexe où la pauvreté et le luxe se partagent le même espace avec une étonnante harmonie. Au nord de la ville s'étendent les districts de Gulshan et Banani, véritables symboles du confort urbain et de l'opulence. Ces quartiers résidentiels huppés sont dissimulés derrière de lourdes portes de bois finement sculptées, où l'on imagine aisément des mondes secrets de richesse et d'élégance. Les centres commerciaux, illuminés par des enseignes au néon, rivalisent de brillance, tandis que des cafés sophistiqués diffusent une atmosphère à la fois européenne et cosmopolite. Gulshan, autrefois enclave diplomatique, s'est métamorphosé en un véritable centre névralgique de l'élite mondiale. Les ambassades y côtoient des gratte-ciels de verre, des hôtels 5 étoiles, ainsi que des sièges sociaux de grandes entreprises et des banques privées. Les boutiques de luxe attirent une clientèle de jeunes professionnels et d'expatriés, venus savourer un espresso dans un cadre élégant ou déguster une salade de quinoa dans un restaurant à la mode. La zone voisine, Banani, se distingue par son dynamisme et son côté plus jeune. Ici, les boutiques de créateurs, les bars en rooftop, les galeries d'art contemporain, ainsi que les restaurants proposant une cuisine fusion moderne créent une atmosphère vibrante, presque inspirée par Singapour ou Dubaï. La rue Bani, artère principale de ce quartier, est particulièrement animée. Ses bars à sushi, ses restaurants américains, ses buffets coréens ou ses salons élégants en font un lieu de rencontres et de plaisirs urbains, où le luxe se conjugue avec l'effervescence quotidienne. Ces deux secteurs, pourtant si contrastés, ont su devenir de véritables oasis modernes, où l'infrastructure impressionnante et le paysage urbain reflètent cette ambition de prestige. À Gulshan, par exemple, le coût des loyers peut atteindre plusieurs milliers de dollars par mois, rivalisant avec les quartiers les plus huppés de Bangkok ou de Jakarta. Cependant, cette prospérité apparente cache un autre visage de la ville, bien plus sombre et difficile à percevoir. Juste à quelques minutes à peine des villas somptueuses et des montagnes étincelantes de verre, la réalité des quartiers populaires de Dhaka change radicalement. Là où les gratte-ciels et les centres commerciaux modernes brillent de mille feux, se trouvent des zones poussiéreuses et délabrées, où s'étendent des marchés de rue chaotiques et des cabanes fragiles recouvertes de tôles ondulées. C'est précisément dans cette zone que se trouve Karai, l'un des plus grands bidonvilles de la capitale.
Coincé entre l'élite de Gulshan et Banani, ce quartier informel est à première vue une étroite bande de terre, semblable à un bras de lac serpentant entre deux eaux. En réalité, plus de 100 000 personnes y vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ce lieu, surnommé Trushoba, s'étend sur une superficie d'environ 90 acres, soit plus de 36 hectares, où s'entassent des habitations faites maison, construites à la hâte à partir de matériaux de récupération. Les maisons s'alignent en rayons de miel, compactes et chaotiques, bâties à partir de ferraille, de bois, de plastique, et de tout ce que l'on peut trouver dans l'environnement immédiat. Les toits, souvent bas, deviennent des pièges à chaleur durant l'été torride, où la température atteint des records, et ils aggravent la vulnérabilité au cœur de Dacca, la partie la plus cruciale et la plus vulnérable de la capitale, se trouve une zone où la pauvreté et la précarité règnent en maître, un véritable reflet des inégalités sociales qui déchirent la ville. La majorité de ses habitants, la plupart étant issus des couches les plus démunies, s'adonnent à des travaux physiques et pénibles, souvent indispensables mais rarement reconnus. Certains tirent des pousse-pousse dans les rues bondées, offrant un moyen de transport aux passants ou aux commerçants, tandis que d'autres travaillent dans des maisons modestes ou sur des chantiers de construction, leur main-d'œuvre indispensable à l'édification de la ville. Beaucoup vendent leurs marchandises dans la rue, improvisant des étals de fortune, ou œuvrent dans des usines de couture où les conditions de travail sont à la fois difficiles et précaires. Ce sont ces mains invisibles, souvent ignorées par le reste de la société, qui bâtissent en silence les quartiers riches et modernes de Dacca, en assurant leur fonctionnement quotidien. Pourtant, l'infrastructure de cette zone appelée Karaï est à peine reconnue par les autorités, et ses habitants vivent dans une marginalisation totale. L'électricité et l'eau, essentielles à toute vie, y sont distribuées de façon clandestine, via des connexions illégales qui tissent un réseau complexe et chaotique, à la fois fragile et dangereux. Les rares toilettes publiques disponibles sont peu nombreuses, souvent insuffisantes pour répondre aux besoins de la population, et les eaux usées se déversent fréquemment dans le lac voisin, aggravant la pollution déjà alarmante. Lors des saisons de pluie, cette zone est presque inondée, les eaux sales envahissant les habitations, pénétrant dans les chambres et les cuisines, rendant la vie encore plus insupportable pour ses habitants. L'accès aux soins médicaux est quasi inexistant, et l'éducation formelle est un luxe inaccessible pour la majorité. Les familles dépendent principalement d'initiatives temporaires, telles que des écoles de fortune et des cliniques mobiles, qui surgissent sporadiquement pour offrir une aide d'urgence. La pauvreté chronique et le manque d'infrastructures stérilisent le développement durable, laissant ces communautés dans une précarité persistante et souvent désespérée. Parmi ces réalités difficiles, le camp de Kutupalong se distingue comme l'une des plus grandes colonies de réfugiés Rohingyas au monde, située dans la région d'Ukipazila, dans le district de Cox's Bazar, au Bangladesh. S'étendant sur environ 4,5 miles carrés, ce camp massif est reconnu comme le plus grand de la planète, un symbole poignant de la crise humanitaire mondiale. La majorité de ses habitants sont des Rohingyas, forcés de fuir la violence et la persécution dans l'état de Rakhine, en Birmanie, depuis le mois d'août de l'année 2017, après avoir subi plus de 931 000 attaques de masse. Leur arrivée a été si massive qu'elle a largement dépassé toutes les prévisions, transformant le camp en un vaste labyrinthe d'abris de fortune. La capacité officielle du camp est de 800 000 abris, mais la réalité dépasse largement ce chiffre, avec des familles entières regroupées dans des huttes précaires, construites à partir de bambous, de bâches plastiques et de nattes tissées à la main, souvent à la merci des caprices de la saison des pluies. Ces constructions fragiles sont constamment exposées au risque d'inondation et de glissement de terrain, surtout durant la mousson, période durant laquelle la vie devient encore plus difficile et incertaine. Les conditions de vie sont alarmantes, l'eau potable et les installations sanitaires font cruellement défaut, et l'accès aux soins médicaux est limité. La majorité des réfugiés doit faire face à une pénurie chronique de ressources vitales, ce qui aggrave leur vulnérabilité face aux maladies et aux dangers environnementaux. Pour tenter d'atténuer leurs souffrances, plusieurs organisations humanitaires internationales, telles que l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations unies pour le développement, ainsi que des partenaires issus de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, du Japon, de la Finlande et de la Suède, déploient d'inlassables efforts pour fournir une aide essentielle. Cependant, le financement reste insuffisant et instable, ce qui entraîne régulièrement des interruptions dans la distribution de nourriture, de médicaments et d'autres biens vitaux, aggravant la détresse de ces populations déjà fragilisées. Le camp est entouré d'un réseau de barbelés,
Formant une frontière de fil de fer destinée à empêcher toute tentative, il arrive parfois que ces personnes reçoivent un signe de gratitude de la part de ceux qu'elles croisent, une parole douce ou un regard empreint de bienveillance, comme un petit signe d'approbation ou de reconnaissance. Pourtant, la majorité du temps, elles se voient confrontées à un rejet brutal, voire à un rejet hostile, et se voient chassées ou ignorées par ceux qui croisent leur chemin. Cette dure réalité forge l'existence quotidienne des Kidra au Bangladesh, une société où, malgré une reconnaissance officielle récente, leur vécu reste marqué par la marginalisation et la discrimination. Les Kidra, terme venu du sud de l'Asie, désignent une catégorie de personnes dont l'identité sexuelle ou de genre ne correspond ni strictement à ce que la société considère comme masculin ni comme féminin. Leur existence remonte à des siècles, puisant ses racines dans les traditions anciennes. Déjà, dans les textes sacrés de l'Inde ancienne, tels que le Ramayana ou le Mahabharata, on trouve mention d'Hydra comme des êtres dotés de dons spirituels exceptionnels, souvent participant à des rituels et considérés comme porteurs d'une certaine puissance mystique. Ces récits laissent entrevoir une reconnaissance, même si elle était teintée de mystère ou de respect mêlé de crainte. Cependant, cette perception positive a peu à peu disparu à l'époque coloniale, lorsque l'Empire britannique s'est installé en Inde et dans ses territoires adjacents. Sous la domination coloniale, les normes sociales et juridiques concernant les Kidra ont été profondément modifiées. Leur place dans la société s'est peu à peu effacée, et ils ont été relégués à la périphérie, privés de droits et de respect. La société coloniale, empreinte de préjugés et de conservatisme, a rejeté ces personnes, les condamnant à une vie d'ostracisme et de marginalisation. Ce n'est qu'en 2013 que des avancées notables ont été réalisées. En effet, le gouvernement du Bangladesh a alors pris la décision historique de reconnaître officiellement l'existence du troisième genre dans ses documents officiels, notamment sur les cartes d'identité et autres papiers administratifs. Une étape essentielle vers la reconnaissance de leur identité et de leurs droits. Pourtant, cette avancée légale n'a pas suffi à effacer tous les problèmes que rencontrent quotidiennement ces personnes. La réalité demeure bien plus complexe et douloureuse. Selon les rapports de Human Rights Watch, la majorité des Kidra sont rejetés dès leur jeunesse par leur propre famille. Très tôt, ils se retrouvent privés d'éducation, de soins médicaux, et souvent abandonnés à leur sort dans une société qui ne leur offre que peu d'espoir. La discrimination s'étend aussi sur le marché du travail, où ils sont confrontés à des obstacles insurmontables. Beaucoup survivent en mendiant dans les marchés, en sollicitant des passants dans les bus, ou en acceptant des bénédictions traditionnelles en échange de quelques pièces, comme si leur dignité pouvait se réduire à une simple transaction. Certains, sans aucun soutien juridique ni protection, sont contraints de chercher des moyens de subsistance dans la clandestinité, en marge de la société. Les chiffres recueillis par le journal The Daily Star en 2021 révèlent l'ampleur de leur souffrance. Plus de 70% de ces individus ont été confrontés à des actes de violence graves ou à des attitudes profondément biaisées. La haine, la peur et l'ignorance continuent de nourrir leur marginalisation. Pourtant, malgré cette atmosphère lourde, il existe de l'espoir et des initiatives pour changer leur destin. Des organisations non gouvernementales telles que la Société de protection sociale de Bandu ou Oboyabe déploient des efforts importants pour leur venir en aide. Ces associations leur offrent des soins médicaux adaptés, un soutien psychologique de base, ainsi que des formations professionnelles et éducatives. Des programmes sont organisés directement dans des centres communautaires destinés aux Kidra, où des cours de coiffure, de couture et de gestion d'entreprise leur permettent d'acquérir des compétences concrètes pour se reconstruire. Certains, comme Pinky, qui a même été invité à siéger au Parlement bangladais, sont devenus des figures militantes. Leur engagement remet en cause la croyance erronée selon laquelle les Kidra seraient incapables de demander l'aumône ou de participer à la vie civique. L'État, conscient de ces enjeux, a commencé à prendre des mesures concrètes, en embauchant certains Kidra dans le secteur public et en lançant des campagnes d'information destinées à changer les mentalités. Bien que les progrès restent encore limités, ces efforts initient une lente mais certaine évolution. Chaque avancée, la majorité des travailleurs dans cette industrie gagnent à peine 2 ou 3 dollars par jour, ce qui équivaut à moins de 100 dollars par mois. Un revenu si modeste ne suffit guère à couvrir les dépenses essentielles telles que le loyer et la nourriture de base, laissant ces ouvriers dans une précarité permanente. Derrière chaque vêtement à la mode, derrière chaque tendance qui défile sur les podiums, se dissimulent des millions de personnes qui donnent de leur sueur, de leur énergie et parfois même de leur vie pour produire ces articles.
Ces travailleurs, souvent contraints d'évoluer dans des locaux étouffants, surpeuplés, ressemblent à de petites silhouettes insignifiantes dans des usines de confection où la dangerosité fait partie intégrante du quotidien. La vie dans ces environnements est une lutte constante contre la fatigue, la chaleur insupportable et les risques permanents d'accidents. Beaucoup d'entre eux travaillent plus de 10 heures par jour, sans la moindre pause rémunérée ni droit au congé, encore moins à une assurance ou à une quelconque protection sociale. Leur pouvoir de négociation est quasi inexistant, et en cas de problème ou d'accident, ils se retrouvent totalement démunis face à un système qui leur refuse toute forme de soutien ou de recours. Souvenons-nous du terrible effondrement du bâtiment Rana Plaza en 2013, un drame qui a secoué le monde entier. Malgré les nombreux avertissements et les signaux d'alerte, la pression commerciale et la course au coût le plus bas ont contraint des milliers de travailleurs à entrer dans un bâtiment manifestement dangereux. Lorsqu'il s'est effondré, plus de 1100 personnes ont été précipitées dans la mort en quelques secondes seulement. Parmi elles, une majorité de jeunes femmes, dont le sacrifice demeure l'un des exemples les plus tragiques de l'exploitation dans cette industrie. Cependant, le secteur de la confection ne représente pas à lui seul le danger ultime. À Chittagong, au Bangladesh, le démantèlement des navires constitue un autre domaine où la mortalité dépasse l'entendement. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes, dont des enfants, des anciens géants de la marine, se livrent à cette tâche périlleuse, souvent dans des conditions déplorables. Ces travailleurs opèrent sans équipement de protection adéquat, pas de masque, pas de gants, inhalant en permanence des vapeurs toxiques provenant de l'huile, de la peinture, de l'amiante, tous autant de substances qui rongent leur santé. Les blessures, les brûlures et même la mort frappent régulièrement, aussi fréquemment que le lever du soleil. Selon les statistiques, dans ces docks, chaque semaine, un ouvrier trouve la mort, et nombreux sont ceux qui, survivants, voient leur espérance de vie se réduire à une cinquantaine d'années. Tout cela est effectué pour alimenter la chaîne mondiale d'approvisionnement, où la demande de produits rapides, bon marché et en grande quantité prime sur la valeur de la vie humaine. L'industrie de la couture a indéniablement permis à des millions de personnes de s'échapper de la pauvreté, leur offrant une opportunité d'emploi et d'intégration économique. Toutefois, elle a aussi laissé derrière elle un grand nombre d'autres individus, piégés dans un cycle infini de fatigue, de risques et de labeur acharné. Derrière chaque vêtement cousu, il y a une histoire d'espoir, de sacrifice et de travail silencieux, souvent effectué dans l'ombre, loin des regards du monde. La consommation mondiale, qui fait tourner cette roue, repose sur ces efforts invisibles mais essentiels. Le Bangladesh, deuxième plus grand pays exportateur de vêtements au monde après la Chine, incarne cette réalité complexe. Situé dans la baie du Bengale, ce petit État a su se transformer en une véritable puissance mondiale de la mode, où l'industrie textile constitue le pilier de son économie. Plus de 4,5 millions de personnes, dont la majorité sont des femmes, travaillent dans ce secteur, cousant des vêtements destinés à orner les garde-robes de tous les continents. Les recettes d'exportation liées à cette industrie représentent plus de 80% des revenus du pays, témoignant de son importance cruciale. En 2023, le Bangladesh a exporté pour environ 38 milliards de dollars de vêtements, ce qui lui confère une part de marché mondial d'environ 7,4%. Au cours des 7 premiers mois de l'année financière 2024, cette valeur a déjà atteint 26,8 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de 10% par rapport à la même période l'année précédente. Des zones industrielles de Dhaka, en passant par les ateliers de Ghazipur, le Bangladesh a certaines enseignes de distribution, qu'elles soient de grande envergure ou de moindre taille, s'appuient entièrement sur la chaîne d'approvisionnement du Bangladesh, un pays dont la réputation dans l'industrie de la mode n'est plus à faire. Il est fort probable que, si l'on ouvre la porte de notre garde-robe, l'un des vêtements que l'on y trouve ait été confectionné dans cette nation. Cependant, derrière ce succès apparent se cache une réalité bien plus complexe, marquée par des coûts humains et sociaux que peu de consommateurs connaissent. La main-d'œuvre bon marché, associée à un système de production d'une flexibilité remarquable, a permis au Bangladesh de se transformer en une véritable usine à vêtements pour le monde entier. Pourtant, cette croissance fulgurante ne va pas sans conséquences lourdes. Les conditions dans les usines sont souvent difficiles, parfois même dangereuses, et les salaires versés aux ouvriers ne suffisent pas à couvrir leurs besoins essentiels. Des drames terribles, comme celui de Rana Plaza en 2013, restent gravés dans la mémoire collective, rappelant à quel point la recherche de profit peut précipiter des tragédies humaines.
La situation est encore aggravée par des restrictions imposées aux activités syndicales et par la faiblesse des droits du travail, qui empêchent souvent les travailleurs de se faire entendre ou de défendre leurs intérêts. Alors que le monde entier semble fasciné par la mode à prix abordable, il est important de se rappeler que ce prix est en réalité payé par des millions de personnes au Bangladesh. Chaque chiffre relatif aux exportations de vêtements témoigne de la capacité de ce petit pays à tenter de trouver un équilibre précaire entre une croissance économique rapide et la nécessité impérative de protéger son peuple. Mais cette région ne se limite pas à ses industries textiles. Elle abrite également l'un des plus grands écosystèmes de mangroves au monde, un patrimoine naturel d'une importance vitale pour la survie du Bangladesh. Qu'est-ce qu'une mangrove, précisément ? Il s'agit d'une forêt marécageuse qui se développe dans un milieu d'eau salée, souvent située à la jonction entre la terre et la mer, formant un véritable bouclier contre les inondations et l'érosion. Le site des Sundarbans, qui constitue la plus vaste forêt de mangroves de la planète, incarne cette particularité. Classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1997, cette région s'étend sur une superficie de plus de 10 000 km², dont environ 60% se trouvent sur le territoire du Bangladesh. Elle est considérée comme un véritable miracle écologique, un écosystème unique, sans équivalent dans le monde entier. Traversée par d'innombrables canaux d'eau, cette zone est composée de minuscules îles où poussent des arbres de mangrove, tels que le Sundari, le Giona ou encore le Geva, qui s'enracinent dans des sols salés et feuillus. Ces arbres jouent un rôle crucial en formant un rempart naturel, protégeant la côte contre les marées, les inondations et les effets du changement climatique. Les Sundarbans ne constituent pas seulement un refuge pour la biodiversité, ils abritent aussi la dernière grande population de tigres du Bengale à l'état sauvage. Selon une évaluation du département forestier du Bangladesh en 2023, on y dénombrait environ 114 de ces félins majestueux, qui glissent silencieusement à travers les marais et les canaux, chassant en toute discrétion. Ces prédateurs incarnent la puissance sauvage de cet écosystème, tout en étant un symbole précieux de conservation. Mais les Sundarbans ne se limitent pas aux grands félins. Ce site exceptionnel est également un habitat pour plus de 300 espèces d'oiseaux, 2 espèces de mammifères, 35 variétés de reptiles, ainsi que de nombreux poissons, crustacés et mollusques. Parmi eux, se trouvent des espèces venant de toute l'Eurasie, telles que les oiseaux migrateurs, mais aussi des crocodiles d'eau salée, des serpents marins et d'autres créatures aquatiques. Sous l'eau, la richesse de cet environnement est tout aussi impressionnante. Le plancton et une multitude d'organismes aquatiques forment la base de la pêche, de l'élevage de crevettes, ainsi que de la collecte de miel, qui constitue pour des millions de personnes une source essentielle de subsistance. La relation entre l'homme et cette forêt est profondément symbiotique. De nombreux villages environnants vivent en totale harmonie avec cet environnement naturel, dépendant entièrement des ressources qu'il offre. Pêcheurs, cueilleurs de miel, forestiers et gares pour eux, se rendre en forêt n'est pas simplement une activité professionnelle, mais une aventure quotidienne, un véritable défi mêlé de dangers constants. Leur passe-aventure dans un environnement où la menace des tigres rôdant dans l'ombre ou celle des marées soudaines, imprévisibles et souvent violentes, demeure toujours présente, prête à surgir à tout moment. Pourtant, aujourd'hui, les Sundarbans, ce vaste et mystérieux territoire de mangroves, sont confrontés à des menaces qui ne cessent de s'intensifier, pesant lourdement sur cet écosystème fragile. La montée du niveau de la mer, alimentée par les effets du changement climatique mondial, pousse chaque année davantage d'eau salée à pénétrer plus profondément dans la forêt, envahissant des zones autrefois protégées. Cette intrusion de la mer salée compromet la survie de nombreuses plantes indigènes, dont certaines jouent un rôle crucial dans la stabilité de l'ensemble de la forêt et dans le maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, l'impact dévastateur de cyclones puissants, tels que Sidr en 2007, Eila en 2009 et Amphan en 2020, a laissé des cicatrices durables sur cette région côtière. Ces tempêtes ont rasé des villages entiers, détruit des habitations, emporté des vies humaines, et laissé des centaines de milliers de personnes sans abri ni refuge. La dégradation de l'environnement ne se limite pas à ces phénomènes climatiques extrêmes. L'exploitation excessive des ressources naturelles et la pollution engendrée par les industries environnantes représentent également des dangers majeurs pour la forêt et ses habitants. Devant ces défis grandissants, le gouvernement du Bangladesh, en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux, s'est engagé dans une lutte acharnée pour préserver ce patrimoine naturel. Des projets ambitieux ont été lancés pour restaurer les forêts de mangroves,
protéger les tigres dans leur habitat naturel et assurer une source de revenus durable pour les communautés locales, dépendantes de cette richesse écologique. Les Sundarbans ne se résument pas à leur beauté sauvage, ils incarnent également un enjeu vital dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Ils représentent un rempart naturel contre l'érosion côtière, un puits de carbone essentiel à la régulation climatique, et un symbole de résilience face aux tempêtes de notre époque. Leur sauvegarde devient ainsi un enjeu international, un front crucial dans la bataille contre l'altération de notre environnement. À des milliers de kilomètres de là, sur les rives de la rivière Turak, près de Dhaka, se tient chaque année un rassemblement exceptionnel, une véritable fête de la foi et de l'unité. Ce n'est ni une manifestation festive ni une simple réunion culturelle. C'est Bish Vajdema, la deuxième plus grande congrégation islamique au monde après le Hajj. Pendant 3 jours, des millions de croyants venus de tout le Bangladesh, mais aussi de plus de 150 pays étrangers, convergent pour prier, méditer et se retrouver dans une communion spirituelle profonde. La plupart d'entre eux ne viennent pas motivés par des ambitions politiques ou par une quelconque autorité, mais plutôt par un désir sincère de purification intérieure, de guérison de l'âme et de recherche d'unité au-delà des frontières, des langues et des différences sociales. Sous le son des sermons prononcés par des érudits et dans le silence respectueux des prières personnelles, un moment culminant, appelé Ahiri Munaja, se déploie. À cet instant précis, des millions de mains s'élèvent simultanément vers le ciel, dans un mouvement collectif d'espoir, de foi et de confiance. C'est comme si toutes les barrières se dissolvaient, laissant place à une expérience où seule demeure cette foi profonde, unificatrice et transcendante. L'atmosphère tout au long de cet événement est empreinte à la fois de crainte respectueuse et de compassion sincère. Derrière cette manifestation se cache une organisation méticuleuse, menée par des milliers de bénévoles dévoués, qui œuvrent dans l'ombre pour préparer la nourriture, assurer un hébergement gratuit aux pèlerins, et maintenir un ordre parfait dans un flot incessant de croyants. Tout cela se déroule dans un calme étonnant, même dans un pays en développement où les défis quotidiens sont nombreux et pressants. Bishwa Iktema dépasse le simple cadre d'un festival religieux. Il représente un rappel puissant que, même dans une période de tumulte et de bruit incessant, il existe encore des lieux où l'on peut s'arrêter, faire silence, se rassembler et rechercher une lumière spirituelle. C'est un véritable pèlerinage de foi et de communauté, un sanctuaire où l'on retrouve un sens d'unité face aux mutations rapides les cérémonies de mariage de masse, devenues une pratique de plus en plus courante, incarne aujourd'hui une solution accessible pour de nombreux couples aux ressources limitées. Plutôt que de s'endetter lourdement pour organiser une cérémonie traditionnelle souvent coûteuse, ces jeunes mariés optent pour des rassemblements collectifs, souvent orchestrés par l'État, des organismes caritatifs ou des communautés religieuses. Ces célébrations, qui peuvent réunir plusieurs centaines de couples en un seul jour, offrent une alternative simple mais solennelle. Vêtus de costumes traditionnels et entourés de décorations fournies par les organisateurs, ils partagent ensemble la joie, les émotions et parfois même les larmes lorsque débute leur nouvelle vie commune. L'impact de ces mariages en grand nombre dépasse de loin la simple économie financière. Ils participent activement à une transformation profonde de l'esprit collectif. Selon les données de l'UNICEF et de l'UNFPA, plus de la moitié des femmes au Bangladesh avaient tendance à contracter mariage avant l'âge de 18 ans. Ces cérémonies collectives jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les mariages précoces, en encourageant une union volontaire et mûrement réfléchie. La présence de toute la communauté lors de ces événements n'est pas simplement symbolique, elle constitue une bénédiction collective, un soutien sincère et un message clair selon lequel l'engagement doit être mûrement choisi, dans un esprit de solidarité et de respect mutuel. Pour beaucoup, ces rassemblements ne se résument pas à une simple formalité administrative ou religieuse, mais deviennent une véritable célébration de l'unité, où compassion, égalité et entraide posent les fondements d'un mariage moderne et porteur d'espoir. Par ailleurs, la portée symbolique et éducative de ces mariages de masse contribue à changer la conscience sociale. Ils instaurent une nouvelle vision du mariage, moins basée sur des pressions sociales ou des traditions rigides, et davantage sur la volonté, la maturité et le respect mutuel. Leur influence s'étend ainsi à une réflexion plus large sur le rôle des femmes, sur la nécessité de leur donner un choix véritable, et sur la possibilité d'un changement social durable. Ces rassemblements massifs participent à faire évoluer les mentalités, tout en renforçant le tissu communautaire dans son ensemble. Dans un autre registre, ces histoires de vie touchent le cœur et témoignent d'une humanité profonde. Parmi elles,
Celle d'Abul Barandar, connu comme « l'homme-arbre » du Bangladesh, évoque la force et la résilience de l'esprit humain face à la maladie. Atteint d'une rare maladie génétique appelée épidermodysplasie véruciforme, Abul voit sa peau recouverte d'excroissances semblables à des racines d'arbres, qui envahissent ses bras, ses jambes et même son visage. Ces excroissances, semblables à des écorces ou à du bois pourri, donnent l'apparence d'un arbre vivant, rendant sa vie quotidienne extrêmement difficile. Ses mains, jadis capables d'attention et de douceur, ressemblaient à du bois insensible, si lourd qu'il lui était impossible d'embrasser ou de serrer dans ses bras son propre enfant. Pendant plus d'une décennie, Abul a enduré une douleur physique constante, accompagnée d'un profond tourment mental, nourri par l'espoir qu'un jour, sa vie pourrait changer. En Deviotisasi Sestnatkat, cet espoir s'est transformé en réalité. Grâce à l'intervention de spécialistes du secteur médical à Dhaka, il a subi une série de 16 opérations chirurgicales destinées à enlever près de 5 kg de pouces pathologiques. Ce fut un moment inoubliable. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Abul a pu bouger ses mains, et surtout, serrer la main de sa fille, un geste qui lui semblait alors inimaginable. Bien que la maladie ne soit pas totalement guérissable et que le risque de rechute demeure, cette étape a ravivé en lui une nouvelle foi en la vie, en la médecine et en la persévérance. L'histoire d'Abul Barandar dépasse largement le cadre médical. Elle devient une véritable leçon d'espoir, illustrant la force de la volonté humaine, la puissance de la détermination et la capacité de croire en un avenir meilleur, même dans les circonstances les plus désespérées. Son combat a touché le cœur de millions de personnes, rappelant à chacun que la dignité, la compassion et la résilience sont des valeurs universelles. En devenant un symbole de courage face à l'adversité, l'homme-arbre du Bangladesh incarne la lutte contre la souffrance, mais aussi la possibilité de renaissance et de dépassement personnel. Les avis des visiteurs et des habitants sont précieux pour comprendre la réalité de ces initiatives étonnantes et des pratiques touristiques du Bangladesh. Dans un pays où les inondations frappent régulièrement les zones rurales situées en basse altitude, la persistance de ces catastrophes naturelles a profondément bouleversé la vie quotidienne de milliers d'enfants. Lorsqu'arrive la saison des eaux, les écoles traditionnelles se trouvent souvent submergées, rendant impossible la poursuite des cours pour ceux qui, avant même l'arrivée des crues, étaient déjà confrontés à la pauvreté et à l'isolement. Cependant, face à cette adversité, les communautés locales ont su faire preuve d'une créativité remarquable. Plutôt que d'abandonner l'éducation, elles ont imaginé et mis en œuvre une solution ingénieuse, déplacer les écoles sur l'eau, pour continuer à dispenser un savoir essentiel. Ce projet a été concrétisé par une organisation appelée Svanirvasta, dont les membres ont transformé de simples bateaux en véritables classes flottantes. Ces embarcations ont été aménagées avec soin, équipées de bureaux, de tableaux noirs, de manuels scolaires, et même de panneaux solaires pour alimenter l'éclairage et les appareils techniques. Chaque année, plus de 2000 jeunes étudiants traversent ces territoires inondés à bord de ces écoles sur l'eau, défiant la nature pour poursuivre leur apprentissage. Certains de ces bateaux ne servent pas seulement d'école, ils abritent aussi des bibliothèques mobiles ou des points de médecine itinérants, apportant une aide précieuse à leur communauté tout entière. Dans un contexte où la menace constante des catastrophes naturelles et la pauvreté empêchent nombre d'enfants d'accéder à l'éducation, ces écoles flottantes incarnent un véritable symbole d'espoir et de résilience. Il ne s'agit pas d'une solution temporaire ou d'un simple palliatif, mais d'une déclaration forte du désir inextinguible de connaissance, de la capacité d'adaptation face aux défis du changement climatique, et de la conviction profonde que l'éducation doit continuer, quoi qu'il arrive. Même si la Terre devait un jour disparaître sous les eaux, ses leçons, ses savoirs, perdureraient, portés par ces navires d'espoir. Chacun de ces bateaux, emportant de jeunes étudiants, représente un vaisseau vers un avenir meilleur, un symbole de détermination et de foi en la lumière du savoir. Sur un plan plus commercial, une autre réalité du Bangladesh révèle un système de tarification qui peut surprendre. Il arrive que le prix d'entrée pour les touristes étrangers soit 5 fois supérieur à celui que paient les locaux. Imaginez votre réaction si vous découvriez qu'en visitant un site touristique, un Bangladais doit débourser seulement 50 000 roupies, alors que pour un étranger, le même billet coûte 500 000. Ce type de différenciation tarifaire est courant dans le pays, et ce dans de nombreux lieux d'intérêt. Que ce soit dans la forêt de mangrove des Sundarbans, au Fort Labak, au Musée national de Dhaka, ou dans des sites historiques tels que Mahastangar ou Paharpura, il existe systématiquement 2 colonnes de prix,
l'une pour les résidents locaux, l'autre pour les visiteurs étrangers. Les touristes doivent souvent payer de 5 à 10 fois plus cher que les habitants pour accéder à ces sites. Les autorités expliquent que cette politique vise à soutenir le développement du secteur touristique, encore en pleine croissance et nettement en retard par rapport à ses voisins comme la Thaïlande, le Népal ou l'Inde. Avec un flux annuel d'environ 300 000 à 400 000 touristes étrangers, le Bangladesh reste peu connu sur la scène mondiale, et ses revenus issus du tourisme sont modestes. La majorité de ces fonds est réinvestie dans la préservation des monuments historiques, des sites naturels et des trésors culturels, afin de préserver le patrimoine national. Cependant, cette différence de prix suscite souvent la controverse. Nombre de voyageurs considèrent que cette pratique crée une barrière invisible qui limite leur pleine immersion dans l'esprit du pays. Sur des forums internationaux tels que TripAdvisor ou Lonely Planet, il est courant de lire des témoignages de touristes qui ont payé le double ou le triple pour l'entrée dans un parc ou un musée, simplement parce qu'ils sont étrangers, ce qui peut laisser un goût amer et alimenter un débat sur l'équité et la transparence de ces prix différenciés. Dans un contexte où les infrastructures restent rudimentaires, où la signalisation est à peine visible et où l'offre de services est quasi inexistante, le coût élevé de certains services soulève de légitimes interrogations. La plupart des visiteurs se demandent avec perplexité: si le pays souhaite vraiment attirer davantage d'étrangers, pourquoi imposer de telles marges sur les prestations? En comparaison, des destinations comme le Cambodge ou l'Égypte, qui appliquent des tarifs douaniers plus élevés, compensent souvent ces coûts par des bonus attractifs tels que des excursions guidées, des audioguides ou des assurances intégrées. Pourtant, au Bangladesh, il semble que pour un prix souvent élevé, peu d'options ou d'avantages supplémentaires soient proposés, ce qui alimente le scepticisme des touristes quant à la valeur réelle de leur paiement. La frustration se manifeste lorsque ces visiteurs se demandent si leur contribution sert réellement à quelque chose ou si elle ne constitue qu'une source de revenus pour certains prestataires peu soucieux de la qualité ou de la satisfaction. Il est néanmoins encourageant de constater que le gouvernement commence à prendre conscience de ces dysfonctionnements, et que des initiatives sont en train d'émerger. Dans des localités comme Bagheera et Rangamati, par exemple, des efforts ont été déployés pour réviser à la baisse certains tarifs, notamment pour les touristes de longue durée ou ceux intéressés par l'écotourisme. La tendance s'oriente désormais vers une valorisation du tourisme communautaire, qui va bien au-delà des simples visites pour l'accès à des sites, en privilégiant une véritable interaction avec les populations locales. L'objectif est de transformer cette industrie en un levier de développement durable, en favorisant l'implication des communautés et en leur permettant de tirer profit de leur environnement et de leur culture. Au cœur de cette nation, le tigre royal du Bengale occupe une place emblématique, bien plus qu'un simple symbole de la faune sauvage. Il incarne l'âme même du pays, un emblème national gravé dans le sceau d'État, un symbole dans le domaine militaire, et surtout, une figure profondément ancrée dans le cœur des Bangladais. La culture locale lui prête des qualités de courage, de force et d'esprit indomptable, à l'image de l'animal qui incarne la puissance et la résilience. Cependant, derrière cette fierté se cache une réalité alarmante. En 2004, les forêts de mangroves des Sundarbans, partagées entre le Bangladesh et l'Inde, abritaient encore près de 40 tigres royaux du Bengale. Mais, en 2019, il n'en restait plus que 114 du côté bangladais. Ce chiffre, aussi faible soit-il, n'est pas seulement une statistique, il constitue un signal d'alarme. Ces majestueux félins sont confrontés à une multitude de menaces qui mettent en péril leur existence. Le braconnage, la pêche illégale, le changement climatique, ainsi que la montée du niveau de la mer, fragilisent l'ensemble de l'écosystème des Sundarbans. Les scientifiques avertissent que si aucune action décisive n'est entreprise, ce symbole de la nature pourrait disparaître dans la moitié du siècle. La majesté de ces tigres se trouve aujourd'hui au bord du gouffre, oscillant entre la vie et l'extinction, leur destin étant étroitement lié aux choix difficiles que doivent faire les habitants du Bangladesh. Une majorité écrasante de la population, plus de 50 millions de Bangladais, vit dans une pauvreté multidimensionnelle, avec un taux de pauvreté qui dépasse 31%. Ces conditions difficiles influencent chaque décision familiale, chaque projet de vie. Faible revenu, absence de protection sociale et manque de ressources obligent souvent les familles à envoyer leurs enfants travailler dès le plus jeune âge, dans l'espoir de renforcer le budget familial, même si cela signifie sacrifier leur avenir. La majorité des enfants, 9 sur 10, employés dans des ateliers de couture ou des petites entreprises familiales,
reconnaissent qu'ils ont commencé à travailler uniquement pour aider leurs proches à survivre. Ce choix, souvent contraint, conduit à une déscolarisation précipitée, avec des enfants qui abandonnent l'école pour des gains quotidiens. En conséquence, ils se privent de la possibilité d'accéder à un avenir meilleur, de se construire un destin différent de celui de leurs parents, et de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Les conséquences du changement climatique, combinées à la fréquence accrue des inondations dévastatrices, ont profondément bouleversé la vie des populations rurales. Ces désastres naturels détruisent sans relâche les récoltes, laissant les familles isolées et vulnérables, contraintes de quitter leurs terres pour chercher refuge dans les zones urbaines. Là-bas, dans un environnement souvent peu accueillant, elles se lancent dans des activités précaires, telles que le travail dans des usines ou le secteur informel, notamment dans la transformation textile ou la gestion de déchets. Ces emplois, peu rémunérés et instables, deviennent leur seule chance de survie dans une société où la pauvreté et la précarité s'intensifient de jour en jour. La migration vers les villes est devenue une nécessité pour beaucoup de ces familles, qui abandonnent parfois leur terre natale dans l'espoir d'un avenir meilleur, mais se heurtent à un marché du travail saturé et déshumanisé. Le taux de chômage chez les jeunes de Bangladesh atteint désormais un seuil alarmant, flirtant avec 16%. Face à cette crise, une majorité d'entre eux acceptent des emplois précaires, souvent mal payés, ou se résout à participer à des manifestations pour faire entendre leur voix. Parmi leurs revendications figure l'augmentation du salaire minimum, fixé actuellement à 8 300 taka, ce qui équivaut approximativement à 68 000 à 23 000 $, ou encore environ 217 $ et 50 cents par mois. Cependant, dans l'ombre de cette réalité difficile, le travail forcé demeure une plaie ouverte dans certains secteurs informels, comme la production de poissons séchés, la fabrication de briques ou la tannerie. La faiblesse des lois du travail, combinée à des sanctions symboliques, permet à ces pratiques de perdurer, alimentant un cycle d'exploitation et de misère. Dans ce contexte de pauvreté persistante et d'instabilité économique chronique, les Bangladais sont confrontés à des choix déchirants, où chaque décision peut signifier la différence entre la survie et la précarité. Ils sacrifient souvent leur éducation, déménagent à maintes reprises ou participent à des protestations, tout cela dans l'espoir d'accéder à une vie meilleure. Derrière la dureté apparente de leur quotidien se cache pourtant une beauté insoupçonnée, dissimulée sous un voile de sévérité et de lutte incessante. Malgré les catastrophes naturelles fréquentes et la lourdeur des conditions de vie, le Bangladesh recèle aussi des trésors cachés, des coins de nature préservés qui attirent chaque année des touristes du monde entier en quête d'émerveillement. Commencez votre voyage par une immersion dans la splendeur de la côte de Cox's Bazar, qui s'étend sur environ 75 miles. Ici, le sable, d'un toucher doux et doré, borde la baie du Bengale, dont la magnificence saisit tous ceux qui la contemplent. Les levées et couchers de soleil y peignent le ciel de nuances d'orange et de violet, créant des paysages à couper le souffle, où la lumière semble fondre dans l'horizon. En marchant au rythme du ressac des vagues, on ressent à la fois la vitalité de la vie urbaine et la quiétude apaisante de la mer, un contraste saisissant qui incarne toute la richesse de cette région. À bord des bateaux, la découverte se poursuit avec l'île Saint-Martin, la seule île corallienne du Bangladesh. Sa superficie, qui ne dépasse pas un peu plus d'1 mile carré, abrite un univers de lumière scintillante, de récifs sous une eau limpide et d'un sable blanc comme la neige. Ces plages invitent à la détente, à la plongée en apnée ou simplement à la contemplation, offrant un refuge idéal pour ceux qui souhaitent échapper à l'effervescence terrestre. Pour les amateurs d'aventure, une balade à vélo le long de la côte permet d'explorer la petite île de Sherodwip, qui disparaît sous les eaux à marée haute, donnant ainsi un avant-goût de la spontanéité et de la magie de la nature sauvage. Le chemin menant vers l'intérieur des terres révèle des paysages de collines verdoyantes, où s'étendent d'immenses plantations de thé à perte de vue, notamment dans la région de Sri Mangal, renommée pour sa production de thé. Ici, l'air est chargé de l'arôme énivant de feuilles fraîchement cueillies, et le bruit constant du travail dans les plantations confère une atmosphère vivante et dynamique. Les paysages pittoresques donnent vie à chaque instant, où la nature et l'activité humaine semblent se fondre. Les plages immenses et dorées qui s'étendent à perte de vue, les îles coralliennes aux eaux turquoises éclatantes, ainsi que les charmants salons de thé nichés dans les collines verdoyantes, offrent un éventail de paysages d'une diversité remarquable. Au fil de votre parcours, vous découvrez également des ruines antiques qui témoignent d'un passé riche et mystérieux, invitant à la rêverie et à la découverte. Le Bangladesh apparaît ainsi comme un véritable trésor caché, un pays où la beauté persiste et s'épanouit même dans les conditions les plus rudes ou austères,
montrant une résilience admirable. Nous avons tenté de vous révéler, à travers ces images et ces mots, à la fois la réalité brute de cette terre et ses merveilles insoupçonnées, celles qui émerveillent et surprennent. Qu'est-ce qui, parmi tout cela, vous a le plus impressionné? Était-ce la grandeur sauvage de ces paysages ou la richesse de son histoire? Peut-être avez-vous une expérience personnelle ou une observation concernant l'usage de la langue anglaise dans ce contexte? N'hésitez pas à partager vos impressions, vos anecdotes ou vos réflexions dans la section des commentaires, car votre opinion nous tient à cœur. Nous sommes très curieux d'entendre ce que vous avez à dire. Avez-vous apprécié la vidéo que vous venez de regarder? Si tel est le cas, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre travail et à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer nos futures publications. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à produire du contenu toujours plus captivant, plus enrichissant et plus immersif. N'oubliez pas de visionner la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran, car nous sommes convaincus qu'elle vous plaira autant, voire davantage. Enfin, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous indiquer le pays que vous souhaiteriez découvrir lors de nos prochaines explorations, afin que nous puissions préparer un nouveau voyage dans un lieu qui vous fascine. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles aventures visuelles.